Imaginez la scène. Il est 14h15, heure locale, quelque part dans l'une des voies maritimes les plus stratégiquement vitales de la planète. Le soleil frappe dur à la surface du golfe Persique et sur un écran radar à l'intérieur d'un centre d'opération navale, quelque chose bouge, quelque chose qui ne devrait pas bouger. Six énormes pétroliers, chacun de la taille d'une petite ville, fondent les eaux en formation serrée. À leur flanc, deux des destroyers les plus perfectionnés de Chine, armés jusqu'aux dents, avancent à une vitesse constante de 14 nœuds. Et ils se dirigent droit vers le cœur d'un blocus naval américain que les États-Unis maintiennent depuis des semaines. Personne ne ralentit, personne ne cille. Et pendant environ 15 minutes, le monde retient son souffle tandis que Pékin semble accomplir quelque chose qu'aucune nation n'a osé faire depuis longtemps. Ils ont franchi la ligne rouge américaine et semblent s'en être tirés. Les médias d'État chinois ont explosé. Des célébrations nationalistes ont envahi les réseaux sociaux en Chine. Le temps d'un bref instant électrique, il semblait que l'ère de la domination américaine incontestée dans le détroit d'Ormuz venait de prendre fin. Puis, exactement 30 minutes plus tard, Washington a répondu. Et ce qui s'est passé ensuite a été si rapide, si précis et si écrasant que cela a envoyé des ondes de choc de Pékin à Moscou en passant par Téhéran et au-delà. En moins de 20 minutes, les États-Unis ont anéanti le moment de triomphe de la Chine et l'ont transformé en quelque chose qui sera étudié dans les écoles de guerre navale pendant des décennies. Restez avec moi car dans les prochaines minutes, je vais vous détailler chaque élément de ce qui s'est passé, minute par minute, décision par décision, tir par tir. Pour comprendre pleinement pourquoi cet affrontement est si important, il faut prendre du recul et regarder le tableau d'ensemble. Pendant plusieurs semaines avant ce moment, les États-Unis avaient maintenu un blocus naval strict dans le détroit d'Ormuz. Ce blocus avait été mis en place en réponse directe aux tensions croissantes avec l'Iran, et il était appliqué avec un sérieux absolu. Tout navire tentant d'entrer ou de sortir des eaux iraniennes était intercepté, inspecté et, dans de nombreux cas, entièrement refoulé. Washington avait été on ne peut plus clair, aucune cargaison sous sanction, aucun soutien non autorisé. Rien ne passerait par ce point d'étranglement sans l'aval américain. Le détroit lui-même achemine environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole chaque jour, ce qui en fait l'un des espaces maritimes les plus critiques de la planète. Le contrôler, même temporairement, envoie un message que chaque nation dépendante de l'énergie entend haut et fort. La Chine, cependant, avait une position publique radicalement différente. Pékin a déclaré à plusieurs reprises que le blocus américain était illégal au regard du droit maritime international et totalement inacceptable pour les intérêts nationaux chinois. Les diplomates chinois, aussi bien dans des réunions privées que dans des déclarations publiques, ont averti que toute tentative d'arrêter leurs pétroliers serait considérée comme une menace directe contre la sécurité énergétique nationale de la Chine. Pensez à ce que ce langage signifie. La sécurité énergétique d'un pays qui importe plus de 70% de son pétrole par ce couloir précis n'est pas une abstraction diplomatique. C'est une préoccupation existentielle. Pékin ne bluffait pas en utilisant ces mots. Il préparait le terrain pour exactement ce qui s'est passé cet après-midi-là. Les rapports de renseignement avaient déjà indiqué que la Chine se préparait à riposter contre le blocus de manière directe et très publique. Le convoi apparu sur les écrans radars cet après-midi-là n'était ni un accident ni un mauvais calcul. C'était un mouvement stratégique soigneusement orchestré, envoyé des supertankers battant pavillon commercial, escortés par des navires militaires actifs, à travers la zone d'exclusion navale la plus stricte du monde. Pékin forçait un test public de la détermination américaine. Il demandait à voix haute, devant toutes les agences de renseignement et toutes les caméras de la planète, si Washington avait réellement la volonté d'appliquer ses propres lignes rouges lorsque le navire de l'autre côté arborait un drapeau chinois. Cette question n'avait jamais été posée aussi directement, aussi publiquement, ni dans un lieu aussi stratégiquement chargé. Les tensions précédentes entre les États-Unis et la Chine s'étaient jouées en mer de Chine méridionale ou dans l'ombre de Taïwan. Jamais auparavant les deux superpuissances ne s'étaient affrontées aussi ouvertement dans un théâtre considéré depuis des décennies comme un territoire maritime américain. C'était inédit et tous ceux qui observèrent la scène le savaient. Le convoi lui-même était un spectacle imposant.
6 très grands transporteurs de brut, chacun chargé de plus de 2 millions de barils de pétrole, avançaient en formation serrée et disciplinée. À leur flanc, 2 destroyers de type 052D, chacun représentant un matériel naval sérieux. Ces navires étaient armés de missiles anti-navires WH-18, de systèmes solaires HQ-9 Bear et de canons navals de 130 mm. Ce n'était pas un transit civil demandant poliment le passage. C'était une démonstration de force militaire délibérée enveloppée dans une opération commerciale. À 14h05 heure locale, le destroyer chinois de tête a diffusé un seul message sur les canaux maritimes internationaux. Le ton était calme et totalement sans ambiguïté. Le message déclarait que la marine chinoise menait des opérations d'escorte commerciale normales et que toute interférence serait considérée comme un acte hostile contre la République populaire de Chine. Puis, les navires ont continué d'avancer, sans déviation, sans hésitation, tout droit à 14 nœuds. Pendant les 15 minutes suivantes, le convoi chinois s'est enfoncé plus profondément dans la zone d'exclusion américaine. Le groupe aéronaval du USS Abraham Lincoln était clairement visible sur les radars. Des navires de guerre américains étaient proches, mais la formation chinoise n'a pas modifié son cap d'un seul degré. La télévision d'État chinoise a lancé une couverture en direct presque immédiatement. Des commentateurs parlaient avec fierté de l'effondrement du mythe de la domination américaine dans le détroit d'Ormuz. Le hashtag célébrant la percée est devenu viral en Chine en quelques minutes. Ce qui m'a frappé en observant cela se dérouler en temps réel, c'était la discipline dont faisait preuve le commandant chinois. Pas de manœuvre d'urgence, pas de tentative de négociation radio, aucune hésitation visible. Le convoi avançait simplement comme si le blocus n'existait pas, comme si les navires de guerre américains n'étaient que des décors. C'était de la guerre psychologique menée à un niveau extrêmement élevé. Pékin pariait que Washington ne prendrait pas le risque d'ouvrir le feu sur des navires battant pavillon chinois en eau internationale. À 14h20, le convoi avait réussi à franchir le point le plus étroit du détroit. Des responsables chinois ont publié des déclarations saluant le courage de leur marine. De nombreux analystes qui observèrent la scène à ce moment-là croyaient que la Chine venait de remporter une victoire stratégique décisive. Elle avait appelé le bluff américain et semblait s'en être tirée proprement. Mais voilà ce que ces analystes n'avaient pas pleinement apprécié. Lorsqu'une puissance montante défie ouvertement l'ordre établi des mers, la puissance établie n'a généralement pas besoin de beaucoup de temps pour formuler sa réponse. La question n'a jamais été de savoir si l'Amérique allait répondre. La question était avec quelle force, quelle rapidité et quelle publicité. Et la réponse à ces 3 questions allait bientôt devenir très claire. À 14h23, soit seulement 3 minutes après que le convoi chinois eut franchi la section la plus étroite du détroit, l'atmosphère au sein du centre d'opération de la marine américaine a complètement changé. Alors, le groupe aéronaval de l'Abraham Lincoln a été mis en état d'alerte renforcée. Le USS Dewey, un destroyer de classe Arleigh Burke positionné le plus près de la formation chinoise, a augmenté sa vitesse et commencé à réduire la distance. En quelques instants, 4 chasseurs furtifs F-35 Lightning II ont été lancés depuis le pont du porte-avions. Leurs post-combustion ont déchiré le ciel de l'après-midi. Et voici ce qui a rendu la réponse américaine si différente de l'approche chinoise. Pas de menaces radio spectaculaires, pas de communiqué de presse, pas d'avertissement public conçu pour les caméras. La marine américaine a commencé à exécuter un protocole d'escalade pré-planifié, clairement répété en détail pour exactement ce type de scénario. Froid, calculé, efficace. C'est à ce moment que tout a commencé à changer. Pause publicitaire pour la chaîne Eliza Grant Reports. À 14h35, le USS Dewey se trouvait à moins de 3700 mètres du dernier pétrolier chinois. Le radar SPI-1 du destroyer américain était verrouillé sur chaque navire chinois de la formation. Tous les systèmes d'armes du Dewey étaient pleinement activés. 2 avions de patrouille maritime américains, P-8 Poseidon, s'étaient mis en position au-dessus, transmettant des données de ciblage en temps réel à la flotte de surface en dessous. 4 F-35 tournaient en cercle à 9000 mètres, d'altitude largement invisible pour la plupart des capteurs embarqués chinois. Ce qui rendait ce moment particulièrement révélateur était le contraste entre les 2 camps.
La Chine avait marqué son point par un mouvement audacieux et une propagande immédiate. L'Amérique préparait sa réponse par une supériorité technique silencieuse et écrasante. Pas de fuite, pas de briefing de presse, juste une exécution opérationnelle pure se déroulant en temps réel. 3 destroyers supplémentaires de classe Arleigh Burke, le USS Stockdale, le USS Gridley et le USS Sampson, ont manœuvré vers des positions d'interception, formant une formation d'encerclement classique autour du convoi chinois. Ces navires n'ont pas simplement approché. Ils ont exécuté des manœuvres de débordement à grande vitesse qui ont coupé toute possibilité réaliste pour les navires chinois de faire demi-tour vers les eaux iraniennes. Chaque mouvement était coordonné par des liaisons satellitaires cryptées et des transmissions de données sécurisées. Les commandants chinois pouvaient voir les navires de guerre américains se rapprocher sur leurs écrans radars, mais ils n'avaient presque aucune vision de l'ampleur totale de l'opération qui se déroulait autour d'eux. Cette asymétrie d'information est elle-même une arme, et la marine américaine l'utilisait délibérément. 2 hélicoptères MH-60 Air Seahawk ont décollé des ponts des destroyers et ont volé bas au-dessus de l'eau pour éviter une détection précoce. Leur mission était de se préparer à d'éventuelles opérations de visite, d'arraisonnement, de fouille et de saisie si la situation escaladait. Des équipes d'arraisonnement spéciales des détachements de sécurité maritime de la 5e flotte étaient déjà en tenue, briefées et en attente. Depuis Diego Garcia, à environ 4000 km de là, 2 bombardiers stratégiques B-52 avaient été placés en alerte immédiate, capables de fournir un soutien à longue portée en quelques heures si nécessaire. Des sous-marins dans la région ont également commencé à se repositionner, bien que leur mouvement soit resté totalement invisible pour tout observateur extérieur. En moins de 25 minutes, les États-Unis avaient établi une domination tactique complète sur plusieurs domaines simultanément, dans les airs, en surface, dans le spectre électronique et sous l'eau. L'étau se resserrait et les navires chinois continuaient d'avancer. À exactement 14h49, la marine américaine a livré sa réponse. Sans aucun avertissement public final, le USS Dewey a tiré un seul obus de canon naval Mark 45 de 127 mm. Le projectile a traversé les eaux avec précision et a frappé la salle des machines du destroyer chinois en queue de convoi. 2 autres obus ont suivi en quelques secondes. Les explosions étaient contenues, mais dévastatrices dans leurs effets. De la fumée noire a commencé à s'échapper de la poupe du navire de guerre chinois dont les systèmes de propulsion avaient été mis hors service. Ce que je veux que vous compreniez à ce moment-là, c'est que les artilleurs américains ne cherchaient pas à couler le navire. Ils le neutralisaient méthodiquement et chirurgicalement. Ce n'était pas un acte d'agression aveugle. C'était une démonstration d'une précision et d'une retenue extrême, calibrée pour maximiser l'impact tout en minimisant le risque d'escalade vers un engagement à grande échelle. En 90 secondes après ses premiers tirs, le destroyer chinois désactivé a perdu toute vitesse et a commencé à dériver dans le courant. C'était le signal. Les 2 Seahawk MH-60R positionnés juste hors de portée visuelle ont immédiatement foncé en avant. Ils sont arrivés bas et vite, se positionnant en vol stationnaire directement au-dessus du destroyer neutralisé. Des cordes ont été lancées. En moins de 25 secondes, 16 Navy SEALs et Marines américains ont rappelé sur le pont en tenue de combat complète. La rapidité et la coordination de cette opération d'arraisonnement étaient franchement impressionnantes à observer. Sur les autres navires chinois, la réaction était visible même depuis les images satellites. Leurs systèmes d'armes rapprochées se sont activés, mais n'ont jamais tiré. Presque certainement parce que les commandants ont compris qu'ouvrir le feu sur des forces américaines à ce moment aurait déclenché une réponse immédiate et catastrophique de l'ensemble du groupe aéronaval, situé à moins de 35 km. Les 2 destroyers chinois intacts ont modifié brusquement leur cap pour créer de la distance. Mais les F-35 américains ont immédiatement piqué en rase-motte, rendant leur présence incontestablement claire pour quiconque regardait un écran radar ou par un hublot. En 8 minutes, le destroyer arraisonné était entièrement sous contrôle américain. Les étoiles et les bandes ont été hissées sur la poupe du navire. Les 6 pétroliers, désormais sans protection et isolés, ont reçu l'ordre de couper leurs moteurs immédiatement. 4 d'entre eux se sont conformés en quelques minutes.
Les autres ont suivi peu après. En moins de 15 minutes, le triomphe audacieux de 15 minutes de la Chine avait été complètement renversé, et au-delà. Les États-Unis n'avaient pas simplement arrêté le convoi, ils avaient publiquement saisi l'un des destroyers les plus perfectionnés de Chine en eau internationale. Cette image du drapeau américain flottant sur un navire de guerre chinois dans le détroit d'Ormuz est une image qui circulera dans les couvertures médiatiques, les documents politiques et les briefings militaires pendant très longtemps. Les implications stratégiques de ce qui s'est passé en ces 15 minutes décisives s'étendent bien au-delà du détroit lui-même. Ce fut une révélation stratégique diffusée en temps réel à chaque capitale de la planète. Si la Chine possède désormais la plus grande marine du monde en nombre total de coques, projeter cette puissance à 8000 km de ses bases continentales reste un défi fondamentalement différent et bien plus difficile. Les navires de ravitaillement chinois sont limités. Leur couverture aérienne loin de leurs eaux nationales est contrainte. Leurs lignes logistiques sont extrêmement vulnérables à l'interdiction. L'affrontement d'aujourd'hui a exposé exactement ces faiblesses de manière très publique et très douloureuse. En eaux ouvertes près des côtes chinoises, la marine de l'Armée populaire de libération serait un adversaire véritablement redoutable pour n'importe quelle force dans le monde. Mais dans le détroit d'Ormuz, dans le précaré traditionnel de l'Amérique, l'écart de capacité reste énorme. Les groupes aéronavals américains opèrent avec des décennies d'expérience de combat réel, des réseaux de satellites et de renseignements pleinement intégrés, et un réseau d'alliés qui fournissent des bases opérationnelles avancées dans toute la région. Sur le plan économique, les répercussions ont été immédiates et significatives. La brève perturbation causée par cet affrontement a déclenché une hausse de 9% des prix mondiaux du pétrole dans la première heure suivant la révélation publique de l'incident. Les marchés asiatiques l'ont ressenti immédiatement. Pour la Chine, qui dépend de ce corridor précis pour l'écrasante majorité de son énergie importée, l'échec d'aujourd'hui entraîne un coût à long terme douloureux qui va bien au-delà de la perte d'un navire de guerre. Pékin doit maintenant sérieusement reconsidérer si les défis publics à la liberté de navigation dans ce théâtre particulier valent le risque combiné d'humiliation militaire, de hausse des prix de l'énergie pour ses propres citoyens et de crédibilité diplomatique endommagée. Sur le plan politique, cet événement crée une pression réelle sur la direction chinoise. Les voix nationalistes en Chine qui avaient célébré le franchissement initial du blocus font maintenant face à des questions inconfortables. Comment concilier la fierté de ces 15 minutes de traversée avec l'image d'un drapeau américain flottant sur un navire militaire chinois? Ce n'est pas un narratif simple à gérer, et les propagandistes de Pékin le savent. Historiquement, cet affrontement rappelle l'un des engagements navals les plus décisifs de l'histoire moderne en une seule journée. En 1988, lors de l'opération Praying Mantis, les États-Unis ont détruit la moitié de la flotte navale iranienne en un seul après-midi, après de longues provocations dans ces mêmes eaux. La structure de ce qui s'est passé aujourd'hui suit un schéma remarquablement similaire. Provocation audacieuse, réponse rapide, écrasante et publique, message sans ambiguïté délivré à chaque nation observatrice. La différence cette fois, c'est l'identité du destinataire. Ce n'était pas une puissance régionale testant la patience américaine. C'était le rival le plus sérieux de l'Amérique pour le leadership mondial qui lançait un défi direct et délibéré dans l'une des voies maritimes les plus critiques du monde. La rapidité et le caractère décisif de la réponse américaine obligeront les planificateurs militaires à Pékin à réécrire les hypothèses fondamentales sur la projection de puissance au-delà de la première chaîne d'îles. En regardant vers l'avenir, les prochaines semaines seront véritablement cruciales. La Chine pourrait choisir de répondre par des opérations cybernétiques, par une pression accrue dans le détroit de Taïwan ou en accélérant son expansion navale dans l'océan Indien. Alternativement, Pékin pourrait adopter une approche plus discrète, se retirant des défis navals directs au Moyen-Orient, tout en continuant à construire son influence par des partenariats économiques et des manœuvres diplomatiques. Pour Washington, le résultat d'aujourd'hui renforce la valeur stratégique du maintien de groupes aéronavals déployés en avant et de capacités de réaction rapide au point d'étranglement critique du monde. Mais il porte aussi un rappel sobre.
À mesure que la marine chinoise devient plus capable chaque année, les fenêtres d'avantages américains clairs comme celle-ci ne resteront pas ouvertes indéfiniment. L'écart se resserre. C'est simplement la réalité de l'endroit où nous en sommes en 2026. La compétition entre grandes puissances n'est plus un sujet pour les groupes de réflexion et les revues académiques. Elle se déroule maintenant en temps réel avec des munitions réelles et des conséquences économiques mondiales. Les nations d'Asie, d'Europe et du Moyen-Orient étudient chaque seconde de ce qui s'est passé aujourd'hui, recalculant leurs engagements d'alliance et leurs hypothèses de défense en fonction de ce dont elles viennent d'être témoins. Une ère de domination américaine incontestée sur ces eaux est mise à l'épreuve. Une nouvelle ère, plus complexe, commence à prendre forme. Mais aujourd'hui, du moins, le message a été délivré avec une clarté absolue. Défier le contrôle américain du détroit d'Ormuz a toujours un prix immédiat, écrasant et très public. Cet affrontement ne sera pas le dernier chapitre de cette histoire. Ce n'en sera peut-être même pas le plus important, mais c'est un moment décisif dans la compétition plus large entre ces deux puissances. Et le comprendre clairement, comprendre ce que chaque camp a fait, pourquoi il l'a fait, ce que cela a coûté et ce que cela a révélé, est essentiel pour quiconque veut comprendre où le monde se dirige. Le prochain mouvement appartient à Pékin et le monde entier attend de voir ce qu'il va décider. Un appel à l'abonnement à la chaîne Elisa Grant Reports